La deuxième table ronde de la journée va commencer. Le thème de cet après-midi, comment partager l'innovation avec la société et les territoires. L'innovation ne semble plus un problème de capacité, elle est là, elle est constante, elle est omniprésente, elle est rapide. L'une des questions que nous avons agitées ce matin était celle de la nature du progrès permis par l'innovation. Et cet après-midi, nous allons proposer de déplacer un peu le regard. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment innover davantage, mais comment faire en sorte que l'innovation se diffuse, se partage, s'approprie. Car une innovation concentrée entre quelques acteurs, quelques territoires, quelques organisations peut accroître les écarts, nourrir la défiance, affaiblir la promesse du progrès et donc être finalement le contraire du progrès. Qui bénéficie réellement de l'innovation? Où s'ancre-t-elle? À quelles conditions produit-elle autre chose que de la performance économique, du progrès social, territorial, humain? Ce sont quelques-unes des questions dont nous allons parler cet après-midi. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir, je commence, Elisabeth par vous, qui est à ma gauche. Elisabeth Ducoté, vous êtes présidente directrice générale de Tuan, qui est un groupe industriel ancré dans les territoires qui développe et fabrique des dispositifs médicaux innovants. Vous incarnez vraiment une innovation industrielle en santé concrète, orientée vers les usages et l'utilité sociale. Je pars au milieu, Bertrand Badré, que nous connaissons beaucoup évidemment, que je présente quand même. Allez, ancien directeur général de la Banque mondiale, vous êtes associé fondateur de Blue Like an Orange et vous apportez une perspective internationale et financière sur l'innovation. Vos travaux, vos prises de position portent sur la manière de financer les transformations utiles, soutenables, alignées avec des objectifs de long terme. Charles Gorintin, bonjour. Alors vous êtes celui que les gens connaissent peut-être le moins bien, et ils ont tort, car vous êtes entrepreneur important de l'intelligence artificielle. Vous avez été un leader en data science pour les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter, maintenant X. Vous êtes cofondateur et Chief Technical Officer, on dit CTO, d'Alan. Alan, c'est une mutuelle santé nouvelle génération. Et puis, vous allez, it will ring a bell, comme on dit, car vous êtes aussi cofondateur non-exécutif de Mistral AI, cette entreprise française, ce fleuron français, bravo, ce fleuron français bien connu. Laurent Capelletti, tu es un collègue estimé de l'université, tu travailles beaucoup avec l'Institut Sapiens, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, entre autres multiples fonctions. Tu es spécialiste de la performance globale, de l'évaluation des politiques publiques, de la création de valeurs durables. Et tu travailles sur la manière dont les organisations transforment l'innovation en résultats concrets, mesurables et partagés. J'ai envie de commencer par Charles. Charles, l'IA, on en a beaucoup parlé ce matin, puis j'ai un peu présenté mon petit bouquin aussi ce matin. Elle nous fait rentrer cette intelligence artificielle dans un âge d'abondance incroyable, en mettant à la portée de tous des capacités d'analyse, de rédaction, de décision, par des capacités qui autrefois étaient inaccessibles à la plupart d'entre nous. Est-ce que ces technologies ont, à votre avis, un effet d'égalisation ou un effet de polarisation sur la société? Déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici pour, euh, pour parler un peu d'intelligence artificielle et leurs impacts. Pour moi, la réponse à cette question de est-ce que c'est un égalisateur ou un polarisateur, ma réponse, ça va être un petit peu les deux. C'est un grand égalisateur parce que n'importe qui, d'où qu'il vienne, peut bénéficier de l'intelligence artificielle. C'est pas un effet nouveau. Déjà en 1999, Joseph Stiglitz disait que avec Internet, n'importe quel enfant partout dans le monde en fait pouvait avoir accès à autant d'informations que le président des États-Unis pouvait en avoir en 1946. On a accès à plus d'informations que jamais. Et en fait, aujourd'hui, avec l'IA, on a accès non seulement à cette information, mais à une capacité à pouvoir l'appréhender et pouvoir faire des choses avec cette information. Et pour pouvoir faire ça, il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes investissements pour pouvoir en profiter, seulement avec un téléphone, avec un accès Internet. Souvent, ces IA sont même gratuites. On peut avoir accès à cet énorme égalisateur en termes d'éducation, par exemple. Par contre,
c'est aussi un vecteur de polarisation, dans le sens où ceux qui décideront de s'engager avec l'IA vont s'augmenter. Et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on s'augmente énormément en termes d'éducation quand on utilise l'IA. Il y a notamment une étude au Nigeria qui a montré qu'en quelques semaines, des étudiants pouvaient apprendre l'équivalent de 2 ans d'études avec un tuteur IA. Par contre, ceux qui décident d'être seulement des passagers de l'IA, vraiment seulement l'utiliser comme une sorte de béquille de cerveau et ne pas essayer de l'utiliser pour améliorer leur capacité à penser, en fait, je pense que ceux-là seront encore plus largués. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une polarisation qui peut avoir lieu, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans les mains de chacun. C'est qu'il y a un petit peu moins une chance d'avoir un problème de locus externe où on dit, bon ben, je suis né au mauvais endroit et donc forcément, je n'ai pas accès. Là, tout le monde, qu'on vienne du fin fond de l'Inde ou qu'on vienne de Neuilly, on a accès aux mêmes capacités. Et donc pour moi, c'est vraiment ça qui est très fort et qui permet d'avoir une égalisation. Et si on prend dans les territoires, en fait, on va avoir cet effet-là. Aujourd'hui, en France, par exemple, il y a un vrai problème dans la santé, où on a d'énormes déserts médicaux un petit peu partout en France. Et l'intelligence artificielle, notamment, permet de combler ces déserts médicaux. Un exemple, donc ce qu'on fait avec Alan, donc on est une assurance santé et surtout on fournit des services de santé. Et donc notamment on fournit un assistant médical IA dans notre clinique virtuelle qui permet de parler tout de suite à une IA qui va vous orienter dans le système de santé. Et une IA surtout qui est supervisée par des médecins. Donc en quelques secondes, vous pouvez avoir une réponse à toutes vos questions de service, toutes vos questions sur votre santé. Et ça, c'est quelque chose qui désenclave énormément. Et donc, typiquement, ça permet de résorber une partie des déserts médicaux qui reste un problème. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, d'être un grand égalisateur, même au niveau de la France. On va rester sur la santé, justement. On va revenir sur ces éléments essentiels, parce que j'ai plein de questions. Et Elisabeth, du côté, Anne, vous êtes des professionnels de l'innovation en santé. Quelle place ont les questions de l'accès et de la diffusion des innovations dans votre activité ? En fait, moi, j'avoue que j'aime beaucoup entendre ce que vous dites, parce que nous, dans des entreprises, celle que je dirige est une ETI, c'est-à-dire c'est 2700 personnes répandues dans le monde entier, et on fait, au centre de notre préoccupation tous les matins, il y a un patient, enfin plusieurs patients d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs pathologies, mais il y en a une par exemple, et quand on pense que le 4 février, c'était la journée du cancer, donc j'ai envie de parler du cancer, parce que dans le cancer, on a par exemple un grand nombre de patients qui, ayant été privés de leur ganglion sentinelle, vont tout d'un coup avoir un lymphédème, c'est-à-dire un gonflement d'un membre, que ce soit la jambe, que ce soit le bras, et qui va les occuper jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire c'est des patients qui deviennent chroniques, c'est-à-dire qu'il va falloir soulager, aider et traiter jusqu'à la fin de leur vie. Donc des patients de longue durée. Et ces patients-là, et je vais vous raconter dans le fond une chose que nous vivons nous en ce moment, c'est que nous sommes en train d'avoir intégré avec une start-up un dispositif médical qui est digitalisé et qui va permettre non seulement de traiter ce patient, mais deuxièmement de lui donner de l'autonomie dans son patient, d'être en contact avec son médecin et d'être également probablement personnalisable et d'avoir donc un traitement qui va devenir de plus en plus efficace par rapport à sa pathologie à lui et par rapport, etc. Donc on a tout un tas de choses qui vont se mettre en place et on voit à quel point ce dispositif-là, nous on en a 3 ou 4 qui sont maintenant dans nos tiroirs, enfin qui sortent de nos tiroirs d'ailleurs, mais on voit à quel point on va modifier la santé. Et on va modifier la santé non seulement dans son aspect thérapeutique, on va mieux soigner, mais aussi dans son aspect social. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces pathologies-là, on sait que 25% des patients français n'ont pas accès aux soins, parce qu'ils sont trop loin.
Et donc, on va résoudre un problème qui est fondamental, qui est la distance et le coût de la distance. On va résoudre aussi un certain nombre de problèmes qui est, ce patient-là ne ressemble pas au patient le patient A n'est pas le même que le patient B. Donc, on va essayer d'avoir aussi des éléments de différenciation, de personnalisation qui vont faire une efficacité du traitement. Donc, je dirais cette irruption de l'intelligence artificielle au milieu de nos intelligences naturelles, qui sont ce qu'elles sont, avec beaucoup d'ingénieurs qui ont quand même du génie, eh bien cette intelligence artificielle, elle va effectivement transformer, non seulement sur le plan thérapeutique, mais aussi sur le plan social, la santé qu'on essaye de donner. Alors, on va aller plus loin sur le problème des inégalités territoriales avec Bertrand Badré. Bertrand, vous nous mettez en garde, cette diffusion du progrès à tous, que chacun évidemment appelle de ses voeux, est hélas bien souvent limitée aux pays riches. Et ce faisant, nous laissons de côté une très grande partie de l'humanité. Oui, alors je vais nous ramener collectivement 10 ans en arrière, un peu plus. En 2015, j'étais encore à la Banque mondiale. Et la planète, ça paraît comme si c'était il y a 100 ou 200 ans, mais c'était juste il y a 10 ans, se mettait d'accord. Alors à Paris, on s'en souvient, ce sont les accords de Paris sur le climat signés en décembre. Quelques mois avant, ce sont les objectifs de développement durable. C'est le pins que je porte là, et je pense que je suis le dernier des Mohicans à Paris à porter encore ce pins. Ces 17 objectifs de développement durable, les accords de Paris et puis d'autres accords signés cette année, tiraient un peu les leçons de nos échecs collectifs et se projeter sur une nouvelle feuille de route pour notre économie, pour notre planète au XXIe siècle. C'est là qu'on a commencé à répéter en boucle, il nous faut une économie durable, il nous faut une économie résiliente, il nous faut une économie inclusive. Et il y avait aussi une musique assez forte sur l'innovation. Quand on rentre dans le détail des objectifs de développement durable, quand on se rappelle le rôle des entreprises de technologie, notamment au moment des accords de Paris, il y avait l'idée que la technologie ne pouvait pas tout, mais qu'elle allait contribuer à remettre notre économie sur un chemin qui bénéficie à tous. Alors évidemment, 10 ans plus tard, on voit bien qu'on n'est pas au rendez-vous. Et les célébrations des 10 ans des accords de Paris à la fin de l'année dernière ont été solennelles, mais pas très joyeux. Et pourquoi? Parce que, évidemment, ce qui se passe, contrairement aux espoirs de 2015, c'est une mondialisation, comme l'a dit Marc Carnet à Davos il y a quelques jours, qui est en rupture. Il dit que ce n'est pas une évolution, c'est une rupture. Il faut réinventer. Et en fait, pour l'instant, on ne réinvente pas, on met des barbelés entre les territoires. On a des empires qui veulent accaparer les territoires, spécialiser les territoires, et on voit bien les cartes qui circulent sur tous les réseaux sociaux avec la masse chinoise, la masse américaine, la masse russe, et puis il n'y a plus de masse européenne d'ailleurs. Donc tout ça, c'est un vrai sujet, et on oublie au fond que les défis qui sont les nôtres, et je pense que ce dont on vient de dire 2 mots sur l'IA, c'est bien un défi planétaire, comme le changement climatique, comme la préservation de la nature, comme la lutte contre les pandémies, mais que cette dimension planétaire, elle est un peu oubliée. Alors j'avais formé ce néologisme, il faut qu'on arrête de parler de mondialisation et qu'on parle de planétarisation. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est bien le sujet. C'est comment est-ce qu'on prend conscience qu'on est tous ensemble sur cette planète et que c'est quand même ça notre priorité dans les 50 ans qui viennent, comment on s'en sort. Et de manière provocatrice, j'aime bien rappeler, et ça me fait mal de le rappeler à chaque fois, ça fait 10 ans, même 15 ans, que les dépenses militaires augmentent tous les ans d'une dizaine de % par an sur la planète. On va arriver en 2025 à 3 000 milliards de dollars, ce qui est à peu près le montant dont on aurait besoin pour faire face aux défis dont j'ai parlé. Et évidemment, on peut se dire, s'il y a encore des historiens dans 1 ou 2 siècles qui se tournent sur les années 2020 dans le monde, ils disent, tiens, c'est quand même marrant, cette espèce Homo sapiens, quand même, je dis ça devant Olivier, cette espèce Homo sapiens, elle n'est pas si sapiens que ça. Elle a choisi de consacrer 3 000 milliards de dollars à faire des armes plutôt que 3 000 milliards de dollars à sauver son habitat. Donc voilà, je comprends pourquoi on en est là. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on refait planète? Comment est-ce que les territoires ne deviennent pas une espèce de chose qu'on négocie entre empires, mais un endroit où des gens vivent et préservent ce qui fait encore une fois, notre habitat, notre lieu de vie. Pour moi, c'est ça le sujet très important. Donc c'est l'innovation dans les territoires, c'est se rappeler que cette planétarisation, c'est aussi une territorialisation de notre planète. Tout ce qu'on fait, au fond, on le fait pour des vrais gens sur notre planète, pas pour améliorer le profil d'un tableur Excel. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire en investissant, effectivement, moi aussi dans la santé, qui est un sujet passionnant et qui est transformé, alors bouleversé,
mais dans l'éducation, l'agriculture, l'accès à l'énergie, etc. Et je pense qu'on est très dépendant. Je finis juste là-dessus. Au fond, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a une lecture un petit peu littérale et un peu réduite de Voltaire. Voltaire, on a tous appris ça au lycée, dans Candide, ça finit, il y a 2 citations que des millions de lycéens auraient repris en boucle. Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Et le deuxième, il faut cultiver notre jardin. Et il faut cultiver notre jardin, je pense qu'on le prend trop littéralement. C'est que l'idée de dire, tout ça, le reste du monde ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma ville, ma famille, mon entreprise, mon village, mais certainement pas le reste du monde. Et je pense que c'est en partie vrai, il faut s'occuper de son jardin, mais ne pas oublier que son jardin, il est intimement connecté au jardin planétaire. Et que c'est bien cette perspective qu'il faut avoir, et je ne doute pas que Voltaire ait eu ce double regard sur le jardin. On va parler tout à l'heure des clés de la planétarisation. Je pense qu'il faut qu'on en reparle. Avant ça, Laurent Capelletti, vous avez un regard à la fois académique et opérationnel qui permet de poser une question clé. Comment peut-on évaluer réellement les effets de l'innovation sur les territoires, les services, les individus, au-delà des discours, des indicateurs purement technologiques? Comment on arrive à suivre ça, cet effet de diffusion? Alors, dans les questions, dans les premières interventions, on voit bien qu'il y a effectivement la question de la diffusion des innovations. Et tout de suite, ça pose la question après de la souveraineté d'un territoire par rapport à cette innovation. Parce que à partir du moment où un territoire va effectivement survivre, se développer par une innovation telle que en santé, en agriculture, etc. Mais si cette innovation, en fait, il n'en a pas la maîtrise, c'est-à-dire en fait, elle est entre les mains en termes de propriété d'autres, il devient dépendant de cet autre. Et cet autre, tant qu'il est gentil, ça va très bien, mais s'il devient méchant, ça va plus. Donc il y a un aspect de dépendance. Et donc, dans la diffusion des innovations dans les territoires, on s'intéresse beaucoup, moi mes recherches portent sur la question en fait, de la réindustrialisation des territoires, c'est-à-dire en fait l'implantation concrète dans les territoires d'entreprises innovantes. C'est-à-dire que on passe d'une diffusion, j'allais dire, je caricature, sous domination, à une diffusion de la technologie, des innovations sur un territoire que le territoire va dominer par la présence sur son territoire d'entreprises qui fabriquent des innovations. Donc ça, c'est un premier point, en fait, je veux dire, qui rentre dans la question de la performance, en fait, qu'apporte la diffusion des innovations sur un territoire. Je veux dire qu'il y a 2 variables. Il y a la diffusion des innovations, mais dont les habitants de ce territoire n'ont pas la maîtrise. Et donc, ça a une valeur, mais la valeur est démultipliée à partir du moment où ce territoire va être capable d'attirer, d'implanter des entreprises innovantes qui vont... il y a plein d'exemples en France de territoires, fort heureusement, qui ont réussi en fait à réindustrialiser avec des entreprises innovantes dans le secteur biomédical, dans la robotique médicale, etc., imprimerie. Je cite beaucoup de cas dans le rapport que j'ai fait pour le gouvernement sur ce sujet. Et là, on voit que à ce moment-là, la valeur créée, à la fois sociale, à la fois économique, mais à la fois, j'allais dire, employons le mot de souveraineté territoriale, est démultipliée. On va à nouveau aussi parler de ces questions-là, mais Charles Gorintin, je vais me faire l'avocat du diable. Vous avez dit tout à l'heure, bon, c'est une question de volonté, il suffit de le vouloir. Il y a quand même 2 questions, dont une au moins soulevée par Bertrand, c'est quand même l'accès réel. Est-ce que tout le monde a aujourd'hui dans le monde accès réellement à ces outils? Pas tout à fait. Ça sera peut-être plus facile à faire que beaucoup de choses, mais ça va, en tout cas, ce n'est pas tout à fait le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'entre l'accès et l'usage, il y a une différence, et que l'une des très grandes difficultés de ces outils qui font ces effets soit polarisants, les effets polarisants ou au contraire égalisateurs, c'est qu'il y a un savoir-faire de l'usage, de l'utilisation de l'outil. Or, c'est celui-là dont on a l'impression qu'il peut d'ores et déjà dépendre des différences sociales. De ce point de vue-là, les technologies seraient reproduiraient les inégalités
et qu'on aurait donc un problème de diffusion lié à ces inégalités initiales. Comment on lutte contre ça? Comment on fait, autrement dit, pour que les gens apprennent le mode d'emploi actif, dont on parle tous, d'être utilisé non pas comme prothèse, mais comme levier, pour faire de l'intelligence artificielle un levier, un tremplin extraordinaire, ce qu'elle peut être pour ses projets, son développement personnel? C'est une excellente question. Moi, en général, j'explique ce sujet par un triangle de l'efficacité. Dans le sens où, pour être efficace, à mon avis, il y a 3 facteurs très importants. Le premier qui est la capacité technique. Le deuxième qui est l'agentivité, le pouvoir d'action, le fait d'être capable de mettre les choses en mouvement. Et le troisième point qui est le discernement. Être capable de distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Et l'IA, d'une certaine manière, nous permet d'écraser un petit peu le sommet de la capacité technique. Il rend la capacité technique accessible à tous. Et j'appuie un petit peu fortement sur le sujet accessible à tous parce que c'est réellement accessible à tous. Aujourd'hui, la couverture mondiale d'Internet est suffisante pour que chacun ait vraiment accès à ces outils-là. Et on voit émerger, j'en parlais tout à l'heure, des gens qui viennent du fin fond de l'Inde et qui deviennent des PDG d'entreprises multinationales. Et il y a des exemples. Et ils ont pu faire ça grâce à ces outils d'IA. Donc, le sujet n'est vraiment plus une histoire de pouvoir accéder, mais de comment est-ce qu'on va l'utiliser. Donc, le sujet devient l'éducation. L'éducation, et pour moi, pour vraiment pousser cette éducation, ceux qui arrivent à avoir ce côté d'agentivité, faire que les choses se passent, et ce côté de discernement. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on éduque à ces deux choses-là, à cette agentivité, à ce discernement. Et en général, pour pouvoir avoir ces choses-là, il faut soit être témoin de personnes qui font, donc souvent, c'est un facteur de reproduction d'inégalité dans le sens où si on a vu ses parents faire des choses, ça devient beaucoup plus facile de faire à son tour. Et d'autre part, on peut l'apprendre en faisant des choses soi-même. Et c'est une des choses, c'est un des facteurs où, en France, je pense qu'on prend beaucoup de retard. Dans le sens où notre éducation n'est pas du tout orientée vers le fait de faire. J'ai une devise que j'ai volée à Giambattista Vico qui dit « Verum ipsum factum ». C'est que la vérité vient dans le fait de faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on a tendance plutôt à remplir des vases qu'à allumer des feux, pour reprendre une maxime bien connue de la pédagogie. Et donc, finalement, on ne met pas dans la main des élèves, des étudiants, une capacité à faire. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit en tant qu'entreprise, c'est qu'on a des jeunes qui arrivent à la fin de leurs études avec plus ou moins un poil dans la main. Et j'ai fait partie de ces jeunes. Comme quoi, tous les espoirs sont permis. Il m'a fallu un long voyage de 5 ans aux États-Unis pour pouvoir me retirer ce poil de la main. Mais le sujet, c'est de se rendre compte qu'on peut faire. Les Américains ont tendance à dire « you can just do things ». Et d'une certaine manière, peut-être un peu ironique, c'est qu'en Europe, on a plutôt tendance à réfléchir avant d'agir. Aux États-Unis, ils vont plutôt avoir tendance à agir et ensuite réfléchir, parfois, pas toujours, sur les effets de leurs agissements. Et donc le sujet pour moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à changer cette mentalité pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus actif et donc derrière qui aiguisera beaucoup plus à la fois notre discernement et notre agentivité et donc donnera des meilleures chances à tous nos étudiants. Pour continuer sur cette question de la répartition dans les territoires, on se souvient du livre de ce géographe, je crois, il y a très longtemps, des années 40, qui s'appelait « Paris, le désert français »,
ce problème qui existe toujours depuis maintenant tant de décennies. On avait beaucoup d'espoir dès l'arrivée d'Internet, que ces nouvelles technologies, à partir du moment où les gens seraient équipés, où ils seraient capables de recevoir le haut débit chez eux, on avait beaucoup d'espoir pour que enfin cela permette de rééquilibrer les grandes villes et des territoires désertifiés. Or, aux dernières nouvelles, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Il y a eu un petit espoir au moment du Covid en disant tout le monde va aller travailler à la campagne, mais il paraît, disent les agents immobiliers, que tout ça est revenu dans l'ordre assez rapidement. Et la loi d'airain de l'agglomération et du fait que tout le monde veut être au même endroit le plus serré possible a l'air de revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'exemple des dispositifs médicaux que vous connaissez très bien, est-ce qu'on peut espérer, avec de nouvelles technologies, que cette accessibilité dans les territoires, et donc la vie dans les territoires, soit plus facile, qu'on puisse enfin un peu plus facilement lutter contre cette désertification? Alors, la question que vous posez, elle est immense parce qu'effectivement, d'abord, il y a cet exemple qui a été une parenthèse, mais une parenthèse très, très importante parce que c'était une expérience complètement nouvelle de mode de travail qui a été le Covid. Le 16 mars au matin, on nous a dit vous restez chez vous et vous continuez quand même à travailler, ce qui était quand même quelque chose pour nous qui sommes des industriels, c'est-à-dire qui fabriquons des produits techniques sur des machines techniques avec une présence physique, c'était quelque chose quand même d'assez inouï et il fallait quand même percer les salaires et dire aux gens, vous inquiétez pas, tout va continuer. Donc il y avait quand même un exercice qui était assez costaud et nous, pratiquement dans la nuit, on a mis tout le monde à la maison, sauf ceux de l'industrie avec les machines, mais toutes les fonctions support, on les a mis à la maison en une nuit. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà justement une certaine maturité qui permettait de les mettre à distance et de continuer à traverser la crise. Et ce qui fait que l'année, pour nous, pour une entreprise comme la nôtre, l'année du Covid a été une année tout de même pas mauvaise avec des expériences nouvelles absolument incroyables. Le territoire, pour nous, il est très important parce qu'une entreprise comme la nôtre, enfin, c'est d'ailleurs un peu les mérites de ces think tanks et de ces tables rondes, c'est de se dire qu'on met ensemble, vous qui êtes l'entreprise la plus nouvelle possible et moi l'entreprise que je dirige, elle a 180 ans. Et dans le fond, on pense presque la même chose. Et donc ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. Et donc, pour nous, qui sommes vraiment des territoriaux, parce que quand on est à Saint-Étienne et qu'on est à Saint-Étienne dans un endroit qui est un bassin quand même très désertifié, très, très difficile, qui a eu des effondrements économiques par vagues successives, etc. Nous, on est vraiment des gens du territoire et ce qu'on fait actuellement, on le fait parce qu'on a une histoire et que cette histoire, elle nous porte, elle donne un sens et que, par exemple, l'ADN industriel à Saint-Étienne, c'est une véritable réalité. Et heureusement d'ailleurs, parce que moi, j'avoue que sur tout cet effacement des territoires, où on a dit dans le fond, on n'a pas besoin des territoires, on n'a pas besoin d'industrie, c'est pas grave, vous verrez, tout le monde sera dans le tertiaire, il n'y aura plus besoin d'industrie. On s'aperçoit que c'était une erreur et qu'on a fait une erreur majeure pendant 20 ans d'oublier que l'industrie, elle existait. Maintenant, on essaye de la réimplanter, mais c'est pas commode parce que c'est devenu une acrobatie. Mais si vous voulez, le territoire, pour nous, il est très important. Et maintenant, une entreprise comme la nôtre, qui a maintenant ses implantations un peu partout dans le monde, elle est une collection de territoires. Et pour nous, c'est très très fort d'abord de garder cette animation du territoire, parce qu'une entreprise comme la nôtre, à Saint-Étienne, elle est à la fois industrielle, elle est à la fois enseignante, parce qu'on a tous dans nos ingénieurs certains qui vont donner des cours à droite et à gauche, elle est un peu sociale aussi, animatrice, un certain nombre de choses. Donc il y a un vrai rôle de l'entreprise moyenne dans ces territoires qui sont des territoires désaffectés. Et en plus, cette identité, elle nous est utile, mais il faut gérer maintenant la multiplicité de ces territoires qu'on a dans une entreprise, c'est-à-dire les Allemands qui sont aussi dans une ville moyenne, les Indiens qui sont en nord dans une petite ville de l'Inde, etc. Donc cette identité territoriale, elle nous est très chère, très utile, et je crois qu'elle est très, très importante à l'industrie, qui elle-même est structurante. C'est-à-dire que dans un monde qui est devenu très intellectuel, je crois que de garder les pieds sur terre avec l'industrie et de garder cette industrie dans nos territoires, c'est très important. Je vois que Laurent, tu as envie de réagir parce que j'avais justement envie de t'interroger là sur industrialisation. Tu as beaucoup travaillé notamment avec Sapiens sur les problèmes de management, d'absentéisme au travail, très particulièrement fort en France par rapport à nos voisins. Tout ça, ce qui veut dire qu'il y a aussi des conditions de possibilité pour que les entreprises puissent accompagner leurs collaborateurs et se développer dans les territoires. Alors, effectivement, pour Sapiens, alors juste en préambule, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit.
Moi, j'ai une autre maxime. Alors, c'est de Gaston Bachelard. Alors, lui disait faire, c'est savoir, mais savoir n'est pas faire. Donc, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que effectivement, dans l'innovation, la création, le fait de faire, de mettre la main à la pâte. Il y avait un vieux mot un peu savant, heuristique en fait. Hein. À partir du moment où je vais faire, essai, erreur, erreur, il faut que je trouve la solution, j'innove. Voilà. Donc fondamentalement, on est d'accord sur ce point-là, et l'apprentissage d'une technologie, c'est exactement ça aussi. Et d'ailleurs, au Conservatoire national des arts et métiers, j'invite tous les participants à venir au musée pour ceux qui n'y sont pas encore allés. On voit comment on enseignait en fait au conservatoire, c'est-à-dire en fait les machines étaient donc le musée était un stock en fait, et ensuite les machines étaient amenées en fait dans des salles de cours où en fait on les faisait marcher, on les montrait. Et c'est comme ça qu'on enseignait aux ingénieurs. Musée qui est mis en scène dans le roman d'Umberto Eco, Le pendule de Foucault. Exactement, exactement, parce qu'il y a un des 3 pendules de Foucault dans ce musée. Et surtout, vous avez une exposition en ce moment sur les ratés. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et oui, parce que faire ses ratés aussi. Basiquement, l'innovation, c'est quand même pour régler un problème. Enfin, on va essayer de trouver. Alors, par rapport à ce que tu dis, Olivier, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a un avantage. On avait fait une étude qui a fait date pour l'Institut Sapiens en 2018. C'était la première fois au monde en fait qu'il y avait une extrapolation du coût de l'absentéisme au travail en France. Vous savez qu'on est malheureusement champion du monde de cet indicateur, mais pas seulement. Les accidents du travail et les maladies professionnelles, on est juste champion d'Europe là, donc mais c'est quand même pas mal. Et donc effectivement, un des avantages, alors quand on agrège les coûts cachés en fait en France, on avait montré qu'on arrivait à plus de 100 milliards d'euros par an. Et vous savez que 100 milliards d'euros, ça fait environ 50 milliards de recettes pour les budgets publics. Est-ce que tu peux dire un mot sur les coûts cachés? C'est pas forcément absolument évident pour les gens qui nous écoutent. Alors, tu peux nous définir en 2 secondes ce concept? Donc ça, c'est 100 milliards, en fait, c'est du PIB envolé, en fait. Et donc, on ne le voit pas. En fin d'année, on se rend compte, quand on comptabilise, qu'on a fait 3 000 milliards de PIB, mais la comptabilité ne dit pas qu'on aurait pu faire 3 000 milliards plus 100 milliards de plus. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des coûts cachés, c'est-à-dire non enregistrés en comptabilité. Voilà. Et donc, il faut des méthodes pour les éclairer. Et grâce à Sapiens, en fait, on avait pu faire ce travail précurseur. Alors, les nouvelles technologies, notamment d'IA, et puis agrégées au télétravail, c'est vrai que peuvent permettre, en fait, peuvent contribuer. Alors, singulièrement en France, en fait, où on est affecté dans le monde du travail, en fait, par ces dysfonctionnements sociaux, singulièrement l'absentéisme au travail, ça peut contribuer effectivement. Il y a des premières études qui sortent pour le réduire. Il y a des améliorations de productivité aussi par des économies de temps de transport, par de la fatigue en moins. Donc, en effet, quand c'est bien managé, alors ça demande en fait un management en fait de la technologie par l'entreprise, parce que parallèlement, si on ne manage pas la technologie, eh bien les gens vont l'utiliser dans leur coin, j'allais dire. Donc en contrepartie, ça peut provoquer de l'isolement, ça peut provoquer des aspects comme ça. Mais tout à fait, à partir du moment où il y a un apprivoisement, un management de ces nouvelles technologies, on se rend compte qu'effectivement, ça permet de réduire certains coûts cachés. Ça peut être des facteurs d'augmentation de productivité. Juste, mais je pense que tu auras une autre question sur le sujet, effectivement sur la question territoriale. L'implantation, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, la réindustrialisation, c'est-à-dire l'implantation concrète d'entreprises innovantes sur un territoire est effectivement le plus structurant
pour assurer la survie, développement durable de ce territoire et des habitants qui sont dessus. Il y a un enjeu et les coûts cachés, pour le coup, de la désindustrialisation en France sont absolument... D'ailleurs, ils sont tellement élevés qu'on n'a pas pu les évaluer en totalité. Tout à fait. J'aimerais, Bertrand, qu'on reparte à l'international. Je sais que vous travaillez beaucoup sur le continent de l'Amérique du Sud. Est-ce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un espoir? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a des possibilités nouvelles qui sont dès maintenant objectivement accessibles à des populations qui en étaient peut-être très éloignées? Ou est-ce que c'est encore loin? Ou est-ce qu'on n'a pas, je sais pas quoi, la technologie du dernier kilomètre qui permet aux gens, ou peut-être même, je ne sais pas, la formation qui permet aux gens d'utiliser cette technologie comme un levier? Non, mais là, je vais rejoindre ce que disait Charles. Il y a déjà des choses qui se passent. Et en fait, c'est intéressant parce que toutes les études qui sont faites au niveau mondial sur je veux dire, le sentiment vis-à-vis de l'intelligence artificielle, les sentiments sont beaucoup plus positifs. Alors, ça paraît un peu contre-intuitif dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Les Français et les Américains sont très inquiets. Les Africains et les Latino-Américains, assez peu, en fait. Donc, précisément, je pense qu'ils perçoivent assez confusément qu'ils se rapprochent du savoir, ils se rapprochent d'optionnalité, etc. Et ça c'est très positif. Moi, je vois avec Blue Like an Orange, on finance essentiellement des entrepreneurs, soit les premières générations de l'enseignement supérieur de ces pays, soit des gens de la diaspora qui reviennent dans leur pays, qui sont donc tout à fait familiers de tous ces outils. Alors évidemment qu'il y a des limites techniques. Je vais pas faire, tout le monde n'a pas d'ordinateur, mais tout le monde a un téléphone, presque. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une question, mais qui d'une certaine manière, je serais heureux d'entendre Charles là-dessus, qui est une question qui se pose à tout le monde. Est-ce qu'au fond, à court terme et à long terme, c'est plutôt destructeur d'emplois ou créateur d'emplois? Donc ça, c'est un sujet. Mais voilà, en tout cas, quand on regarde le cas de l'Afrique, par exemple, un continent plus proche de nous, on connaît bien la démographie africaine comparée à la démographie européenne. Il faut créer 3 à 4 millions d'emplois par mois, tous les mois jusqu'en 2050, pour absorber la croissance démographique de l'Afrique. Dans un continent où il y a encore assez peu d'industrie et pas beaucoup de services. Donc la question, c'est est-ce qu'on va être capable de mobiliser autour de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle capacité? Parce que pour le coup, il y a moins de freins. Ça, c'est vrai. Donc il y a des enjeux absolument considérables, mais qui sont accueillis avec appétit, ce qui est une très bonne nouvelle. Alors pour être très concret, moi, il y a un cas que nous avons financé au Kenya. Alors j'étais content parce que j'ai fait, avec Black Orange, on a fait 35 investissements. Il n'y en a qu'un seul qui a fait parler de lui la même semaine dans The Economist, dans The Atlantic et dans The New Yorker. Donc les trois publications avec un profil un tout petit peu différent. The Economist, journal international bien connu, hebdomadaire sérieux. The Atlantic, plutôt libéral américain. Et The New Yorker, plutôt, voilà, c'est la revue de New York, un peu humoristique. Voilà. Donc, et pourquoi cet investissement a fait parler de lui dans ces 3 journaux? Au fond, donc c'est un investissement dans la santé au Kenya. Entreprise qui s'appelle Penda Health, qui a été créée il y a une quinzaine d'années par 2 Américains, un docteur en médecine de Harvard et sa compagne qui avait un MBA, voulaient partir en Afrique à la fin de leurs études. Comme ça arrive un certain nombre de fois. Simplement, ils n'y sont pas allés juste 1 ou 2 ans pour une excellence humanitaire. Ils ont créé une chaîne de cliniques qui s'appelle Penda au Kenya et qui a commencé dans les bidonvilles de Nairobi. J'y suis allé, c'est vraiment les bidonvilles. J'avais pris un Uber qui était un peu inquiet de m'emmener là-bas, et qui d'ailleurs n'a pas pu m'emmener jusqu'au bout parce qu'on n'avançait plus. Donc j'y suis allé tout seul. Ils ont aujourd'hui 16 cliniques qui traitent entre 1500 et 2000 patients par jour, avec un tarif de consultation de $2 à $2,50, qui est pour le Kenya est tout à fait OK. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le fondateur américain a gardé de ses liens avec les États-Unis toute une série de contacts dans l'intelligence artificielle. Et il s'est dit, mais voilà, tous ces gens qui expliquent que l'intelligence artificielle peut transformer la vie, eh ben pourquoi je ne les prendrais pas au mot et je ne ferais pas ça à Nairobi? Donc il a appelé ses copains, je ne vais pas dire lesquels pour ne pas insulter Mistral, mais il aurait pu appeler Mistral, et la prochaine fois je le mettrai en relation avec Mistral. Mais au fond, aujourd'hui, la personne qui va dans ce dispensaire, et vraiment je vous dis, c'est les bidonvilles, hein, il a accès à une consultation avec un médecin, mais ce médecin, il a un outil d'intelligence artificielle santé qui fait, en même temps que lui fait son examen, il est suivi,
À la fin, il peut comparer son diagnostic et le diagnostic que lui donne l'IA. Le médecin reste souverain. Pareil pour la prescription. Et à la fin, le fondateur regarde les écarts entre ce qu'a proposé l'intelligence artificielle et ce qu'a proposé le médecin. Ils se réunissent. Ça veut dire que c'était les premiers sur la planète à avoir en consultation libre un accès à un système d'intelligence artificielle complet. Et on est dans un bidonville à Nairobi. Avant même les Français, avant même les Américains, avant même toute la planète. Donc il n'y a pas de limite technique. Ça, je suis Est-ce que c'est entièrement pas le d'accord. fameux paradoxe qui fait qu'on a dit depuis longtemps que en Afrique, ils étaient bancarisés via leur téléphone portable beaucoup plus tôt qu'en Europe et que on passe beaucoup plus facilement au paradigme suivant quand on n'a pas été. C'est ce qu'on appelle en anglais le leapfrog, le saut de la grenouille. On l'a vu pour les téléphones où effectivement l'Afrique n'est pas passée par le câble en cuivre. Ils sont passés directement, le Kenya, toujours ce pays, est le pays où il y a le plus de transactions non matérialisées, de transactions digitales pour les paiements. Alors, ça ne marche pas toujours, hein, le leapfrog, mais c'est vrai qu'il faut qu'on puisse accompagner tous ces pays en leur évitant les étapes intermédiaires par lesquelles on est passé, coûteuses, et coûteuses pour la planète aussi. Donc en tout cas, voilà, je trouve que c'est un exemple très concret de saut. Je peux peut-être prendre un autre exemple qui n'est pas dans le domaine de la santé, très différent. On a financé au Brésil une entreprise qui a un nom, comme j'avais dit au fondateur, tout est bien chez vous sauf votre nom, s'appelle Solinftech. Ce qui veut dire solution informatique et technique, ça marche aussi en portugais, mais c'est très compliqué à prononcer. C'est un réfugié cubain qui a quitté Cuba et qui est arrivé au Brésil, obsédé par l'agriculture durable. Donc il a commencé par faire des systèmes d'irrigation, etc. Et puis là, il a conçu un robot alimenté par tout ce qui est Internet of Things, capteurs, connectés à des systèmes d'intelligence artificielle. Ce n'est pas des robots Android, hein, c'est des robots sur 4 roues, mais qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui tuent par des petits rayons les insectes et les plantes, les mauvaises herbes, une par une. C'est extraordinaire. Alors il était tout content parce que maintenant, effectivement, il commence à exporter aux États-Unis. Mais c'est né au Brésil. Voilà, je ne vais pas vous faire la liste de tous ces investissements, mais voilà, ça, c'est possible aujourd'hui. Et bien, ça va transformer l'agriculture brésilienne, comme la santé au Kenya. Et encore une fois, on peut continuer la liste. Et donc ça, je rejoins ce que dit Elisabeth, ça permet aux gens de rester chez eux, ça permet de développer des activités, etc. Et c'est vrai qu'il y a à la fois des barrières à l'innovation qui sont en partie financières, mais il y a des barrières qui sont tombées. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, alors on parlait de Voltaire, j'ai envie de faire le Candide, mais finalement, toutes ces bonnes nouvelles, quels sont les freins? Qu'est-ce qui reste comme frein? Qu'est-ce qu'il faut lever? Est-ce que c'est juste des questions de financement? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est, je ne sais pas quoi, réglementaire, par exemple? Charles? Alors, d'après moi, il y a un vrai gros sujet qui est le sujet de l'adoption, qui est freiné parfois par une forme de mésinformation vis-à-vis de la technologie, qui peut être volontaire ou non, mais j'ai beaucoup entendu certains mythes autour de l'IA, par exemple, que utiliser l'IA, ce ne serait pas éthique, utiliser l'IA, ce ne serait pas écologique, utiliser l'IA, ça ferait détruire des jobs. Et en fait, ces choses-là sont pas forcément vraies, voire franchement fausses pour certaines. Donc le sujet, c'est plutôt en fait comment est-ce qu'on va appréhender ces technologies pour pouvoir en tirer le meilleur. Parce que ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont peur de la technologie, ceux qui ne l'essayent pas, n'en tireront pas de bénéfice. On revient dans le cas de tout à l'heure où je parlais de passagers. Donc si vous voulez, je peux répondre à la question de Bertrand tout à l'heure. Est-ce que ça va détruire des jobs? En fait, dans l'histoire de l'humanité, on a eu d'autres révolutions technologiques. L'IA, c'est une révolution technologique, mais ce n'est pas une révolution épistémologique, dans le sens où tout change, mais grosso modo de la même manière dont ça a toujours changé. Et en fait, on a eu plein d'autres cas où on a eu une baisse énorme des coûts de faire des choses, et notamment il y a un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Jevons. Donc Jevons, c'était un économiste anglais du 19e siècle qui avait remarqué que les machines à vapeur étaient plus efficaces dans leur utilisation du charbon. Donc il avait prévu qu'on utiliserait moins de charbon au 19e siècle. Le résultat, ça a été complètement l'inverse. On a utilisé beaucoup plus de charbon parce que ça devenait possible économiquement d'utiliser du charbon un petit peu partout.
Et donc, en fait, d'utiliser des machines à vapeur. Donc, il y a eu énormément de trains, des usines qui se sont créées, etc. Et sur le coût de la réalisation technique, c'est un petit peu la même chose, en fait, aujourd'hui. Quand on réduit le coût de l'accès à la santé, quand on réduit le coût de l'accès à l'éducation, quand on augmente la productivité de la plupart des jobs, à la fin, ce que ça fait, c'est ça fait pas que juste il y a moins de jobs qui sont disponibles. Au contraire, on va aller taper dans une forme de demande latente qui existe en général, et notre capacité entrepreneuriale humaine va se mettre à créer des solutions pour cette demande latente. Et donc, d'une certaine manière, on va créer encore plus de jobs que ce qu'il y en avait avant. C'est pas une coïncidence que Philippe Aghion ait eu le prix Nobel d'économie l'année dernière. Lui qui est très schumpeterien, il croit énormément en la destruction créatrice. Et en fait, aujourd'hui, avec l'IA, on est dans une position où on va avoir énormément de destruction créatrice, où on va avoir des jobs qui vont se transformer. Et franchement, enfin, chez Alan, je vois le sujet de première main. On voit des jobs se transformer, des tâches disparaître. Mais en fait, à la fin, on finit par recruter beaucoup plus de gens parce qu'on a beaucoup plus de choses qu'on va pouvoir faire de manière beaucoup plus aisée que dans le passé. Bertrand? Oui, je voulais réagir à la question que tu posais tout à l'heure sur quels sont les obstacles. Au fond, pour moi, les obstacles, ça remonte un peu à tout ce qu'on a dit au début. C'est dans quel état d'esprit on prend tout ça. Et au fond, si je suis un peu simpliste, on peut opposer, alors si on parle anglais, on va dire une logique win-win et une logique zero-sum game. Si on parle français, une logique coopérative gagnant-gagnant à une logique jeu à somme nulle. Et donc, d'une certaine manière, est-ce qu'on va privilégier une logique d'accaparement avec l'idée, comme par exemple le président Trump qui dit il faut que les États-Unis dominent et qu'on écrase tout le reste, etc. Et donc, ça devient un sujet impérial. Ou est-ce que dans une logique coopérative où effectivement on se dit bah, c'est formidable pour l'Afrique, c'est formidable pour Saint-Étienne, c'est formidable pour partout, ou au contraire, est-ce qu'on accapare? Et pour moi, c'est le vrai enjeu. Ça se joue entre les États, ça se joue entre les entreprises, ça se joue dans le tissu économique. Est-ce qu'on va être capable de coopérer et de faire en sorte que effectivement tout le monde en bénéficie, tous les territoires en bénéficient, etc. Ou est-ce qu'au contraire, on va, encore une fois, impérialiser tout ça, conquérir et assigner les gens dans des rôles qui ne sont pas forcément les leurs. Et ça, pour moi, le débat, il est pas tranché. Et il y a une partie de l'équation qui est géopolitique et qui se déploie sous nos yeux tous les jours. Charles, mais après j'ai envie d'entendre Elisabeth. De manière très courte, si je peux me permettre, la réponse à cette question passe notamment par l'expression open source. En fait, le fait que l'IA soit en grande partie open source, et il y a une forte part de Mistral dedans pour remettre l'IA sur les rails de l'open source, le fait que ce soit open source, et ça revient sur l'intervention de tout à l'heure, c'est que ça permet à tous les seconds de se mettre assez proche des leaders. Et à la fin, il y a la question de dépendance, en fait, devient beaucoup moins importante si on a une forme d'autonomie stratégique. C'est-à-dire que notre deuxième choix est peut-être moins bon, mais il est là. Et si on est coupé du premier choix, on peut toujours revenir au second choix. Et donc le sujet, moi, à la fin, c'est qu'est-ce qui va faire souveraineté? Et j'ai tendance à dire assez souvent que si on a le choix entre souveraineté et leadership et qu'on choisit souveraineté, on finit par avoir ni l'un ni l'autre. Et donc le sujet, pour nous, c'est plutôt comment est-ce qu'on continue à avoir le leadership, on continue à innover, on continue à pousser les limites de ce qu'on est capable de faire pour, à la fin, en faire bénéficier le plus grand nombre. Elisabeth, vous êtes une industrielle, la destruction créatrice, vous connaissez. À quoi ça ressemble chez Tuan, d'après votre expérience? Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose?
Où est-ce qu'on est finalement dans une sorte de business as usual de la production industrielle, de l'innovation? Alors, moi, d'abord, j'aime bien votre mot de créatrice parce qu'effectivement, la création est vraiment c'est l'enjeu. C'est vraiment de ça qu'on sortira ou qu'on ne sortira pas, si on sait faire, si on est créateur ou pas créateur. C'est pas le savoir n'est pas le problème. Le savoir est accessible à tout le monde. Donc, avant, on formait des gens pour avoir beaucoup de savoir à un moment donné, pour restituer leur savoir dans un examen et après ça, avoir le diplôme. Et maintenant, c'est pas ça. Le savoir est accessible. Donc, il faut vraiment juger les gens sur d'autres choses. Et puis, je réfléchis aussi à ce qu'était Dominique Sénard sur cette scène-là, il y a 2 ans, je crois, où il nous disait, mon grand problème à moi, c'était, disait-il, c'est de former des gens, c'est de former 25 000 ouvriers pendant un an. Et ça m'avait vraiment marqué parce que moi, je n'ai pas 25 000 ouvriers, mais j'ai quand même 2700 collaborateurs qu'il faut former. Et le grand sujet, c'est la formation. Il ne faut pas être dans une espèce d'image d'Épinal en disant tout le monde trouvera un job, etc. Il y aura des gens qui passeront la transformation et d'autres qui ne la passeront pas. Et donc ça, c'est à nous de la gérer et ça peut être douloureux. Et ça, il faut être réaliste là-dedans. On ne peut pas faire je dirais, une espèce de rêve et d'illusoire là-dessus. Donc il faudra former, et Jean-Dominique Sénard le disait, et il faudra former et voir vraiment comment on peut aider un certain nombre de générations à passer de cette transformation indispensable à toutes les entreprises, les jeunes comme les anciennes. Après ça, j'ai envie de dire une chose sur justement la formation. On entendait dans l'intervention précédente Paul Droit qui nous disait, Roger Paul Droit qui nous disait l'université de la singularité. Et moi, je crois beaucoup à la singularité. Nous devons développer maintenant chez les jeunes et chez nos jeunes collaborateurs et chez les jeunes depuis leur petite enfance le goût de la singularité, le goût de la créativité, le goût de quelque chose qui est un peu différent. Parce que ce un peu différent, c'est ça l'innovation. De faire tous pareil, eh bien, ça n'aboutit pas à grand-chose. Et c'est très, très embêtant pour les entreprises parce que nous, dans la santé, ce qu'il faut, c'est qu'on apporte une solution un petit peu meilleure ou vraiment meilleure si on fait une grande découverte, mais on n'en fait pas tous les jours des grandes découvertes. Il faut qu'on apporte quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus adapté à la qualité de vie, à je ne sais quoi d'autre. Et donc, moi, cette université de la singularité, ce mot de la singularité, il est très, très important pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache embaucher autrement des gens qui nous amènent la singularité, c'est-à-dire des gens qui sont un peu pas tout à fait conformes. Alors je dirais l'incertitude totale dans laquelle on vit, c'est très compliqué, c'est très difficile, ça oblige à changer notre tête tous les jours, etc. Mais au moins ça nous habitue à vivre dans l'incertitude et vivre justement dans la non-conformité. Et je crois que c'est très, très, très important pour nos entreprises aujourd'hui. Et c'est difficile parce que c'est inconfortable. Et donc c'est à nous, dirigeants, d'assumer cet inconfort et d'essayer vraiment de stimuler, d'encourager et de choisir ceux qui vont apporter une différence, quelque chose qui sera un petit peu autre. Parce que pour moi, c'est ça le porteur d'avenir. C'est intéressant cette question de partage de l'innovation dans les territoires, dans la société. Oui, on peut applaudir. Elle nous mène beaucoup aux questions de formation. Laurent Le CNAM est spécialiste, un professionnel de la formation continue, extrêmement et toujours tendu vers l'utilité concrète, l'employabilité, le contact avec les entreprises de la formation. Quel est ton regard justement sur ce qui est en train de se passer ? Alors, je rejoins. Alors, je vais prendre mon cas concret, hein, parce que je suis doyen de ma faculté de comptabilité contre l'audit, dans lequel il y a la plus grosse école de comptabilité d'Europe. C'est-à-dire 15 500 étudiants, dont les 2 tiers sont en Afrique et également un petit peu en fait en Asie, mais essentiellement en Afrique. Et donc, pour les enseignements, en fait, on utilise, alors historiquement depuis longtemps en fait, au Conservatoire des arts et métiers, mais là ça s'est accéléré. On utilise évidemment le numérique pour avoir en fait un maximum d'enseignements en fait à distance, avec des regroupements présentiels plus épisodiques, mais donc un maximum d'enseignements à distance. Et ça permet également donc, puisque nos étudiants, qu'on appelle auditeurs, en fait, sont des professionnels. Donc, en effet, on va dire que d'un côté, l'utilisation des nouvelles technologies, notamment pour les enseignements, on va dire, j'allais dire, de matières grises de services comme la comptabilité, la finance, etc., c'est un formidable levier. Alors après, une fois qu'on a dit ça,
on peut observer après l'utilisation ensuite de la technologie par les entreprises. Et là, effectivement, il n'y a pas d'automaticité. C'est-à-dire que si on a en effet Alors, il y a un premier point que je voulais dire, c'est que de ce qu'on observe, c'est par exemple l'IA. Il y a aujourd'hui, alors je parle de la France là, hein, mais également dans les pays d'Afrique que je peux observer, où en fait, sur l'IA, il y a un non-management de l'IA dans énormément d'entreprises et d'organisations publiques même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charte, il n'y a pas de politique, et donc il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas, il y en a qui... donc il y aurait un premier travail à faire à ce niveau-là. Alors ensuite, sur les utilisations donc, des nouvelles technologies, je viens de le dire, pour la formation, c'est vraiment un accélérateur et là pour le coup, comme tu disais, un levier, hein, et non pas une béquille, un levier absolument formidable. Maintenant, ce levier va permettre incontestablement de gagner en productivité. D'accord ? Donc la grande question, c'est si on a des dirigeants, des managers qui, en fait, prennent cette augmentation de productivité en disant finalement maintenant à 5 000 on fait autant qu'à 10 000 salariés et j'en vire 5 000, là c'est sûr qu'on va être dans une destruction pas créatrice. Maintenant, si on est dans une logique entrepreneuriale qui est la bonne, et mon optimisme me porte à croire qu'on va s'orienter vers ça, si effectivement les gains de productivité, les dirigeants les utilisent pour en fait réorienter, innover, justement développer de nouvelles activités, la chance c'est que les besoins humains sont incommensurables. Le travail, ça sert à quoi? Basiquement, ça sert à répondre aux besoins humains. Donc, le travail n'est pas naturel, hein, ça ne pousse pas dans les arbres. Donc, si effectivement on a des dirigeants, des managers qui sont dans une logique en fait, de développement d'activité, et donc d'utiliser les gains de productivité provoqués par l'utilisation de nouvelles technologies, dont l'IA, pour justement réorienter, le temps gagné, le réorienter de nouveau sur de la formation, des nouvelles activités, des réponses à des besoins qui n'existent pas encore, là on sera dans la destruction créatrice schumpeterienne. Je suis plutôt optimiste, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de mécanicité, en fait. Hein. Tout ça, à la fin, dépend de décisions humaines. Oui, Charles. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. À mon avis, on peut réinvestir de 4 manières différentes le gain de productivité. Soit couper les coûts, mais c'est un petit peu court-termiste. Soit augmenter la quantité de ce qu'on va faire. Soit augmenter la qualité de ce qu'on va faire, en prenant un petit peu plus de temps sur chaque chose. Soit baisser le temps de travail. Donc on va bientôt arriver, dans 4 ans, au centenaire de la prédiction de Keynes qui disait en 1930, dans 100 ans, on travaillera 15 heures par semaine. En fait, sur une vie, il a déjà raison, hein, si on lisse. Parce qu'il n'avait pas prévu l'augmentation de l'espérance de vie. Hein. Mais de fait, sans doute si on lisse, mais de fait, si on avait gardé le niveau de vie de 1930, on travaillerait sans doute tous 15 heures par semaine au maximum. Mais on a envie d'un petit peu plus en termes de qualité de vie. Et donc, à la fin, le sujet pour moi, c'est vraiment est-ce qu'on aura une acceptabilité de l'intelligence artificielle parce que le cas le pire qui pourrait arriver, ce que j'appelle l'IA Tartuffe, ce serait d'avoir des gens qui rejettent l'utilisation de l'IA en public et qui finalement le font sur leur téléphone de manière cachée, qui résolvent les tâches en 5 minutes alors qu'elles devaient prendre 1 heure, et qui passent 55 minutes à juste scroller sur leur téléphone à rien faire. Et si on est dans cette situation-là, forcément, on sera dans un cas assez terrible en termes de société. Et donc le sujet, c'est vraiment de casser cette tartufferie, de prendre cette technologie comme elle est, de s'en emparer, de la comprendre, de se l'approprier, et à la fin, de voir ce qu'on pourra en faire collectivement.
Un avocat m'a dit récemment qu'un client était venu vers lui en disant voilà, j'ai fait tourner ChatGPT, j'ai des super réponses que tu aurais pu me produire en de très nombreux jours de travail. Je t'achète 3 heures de temps pour que tu vérifies les hallucinations. C'est pas tout à fait le même business model dans le cabinet, là, à partir de là. Il va falloir quand même repenser à la structure du cabinet, de toute évidence. J'imagine que chez les comptables aussi, il y a ces problèmes-là, hein. Oui, je rebondis sur. Alors justement, c'est-à-dire que, comme c'est dit, bon, bah, si je prends l'IA, évidemment, si je prends donc un secteur que je connais très bien, qu'on connaît très bien, Octave, notamment via l'Intech, toutes les opérations de, on va dire, j'allais dire, de moulinage de comptes, de production comptable. D'ailleurs, même avant l'IA, hein, avec la digitalisation, puis avec l'IA, en fait, effectivement, il y a des gains de productivité énormes. Et donc, le client dit, bah, écoutez, écoutez, monsieur l'expert comptable, voilà, je me rends compte que finalement, ce que il y a à 10 ans, vous mettiez légitimement une semaine à produire, là, franchement, vous mettez plus qu'une journée. Et le client a raison. Et donc, ça pose toute la question c'est là où on revient à ce débat. En fait, je vire 4/5 des gens, première solution. Ou deuxième solution, en fait, je prépare mon personnel à des activités en fait nouvelles qui répondent à des besoins du client. Et effectivement, donc les experts comptables, en fait, dans les cabinets, il y a toujours cette partie, bien sûr, de traitement et de production de comptes, mais basculent de plus en plus vers des activités à plus forte valeur ajoutée, en fait, de prospective, de conseils pointus, plus pointus en gestion, en management aux clients, d'activités différentes touchant les secteurs sociaux, voire du conseil après, empiétant sur du conseil plus fiscal, taxe ou d'aide de la TPE-PME notamment, hein, on va dire, à du développement stratégique. Voilà. Et si effectivement ça n'est pas fait, ce qui suppose en fait que les collaborateurs de ces cabinets soient capables de le faire. Tout à fait. Que pour revenir au thème de notre conférence, de notre thème, hein, de notre table ronde, partager l'innovation avec la société, on voit que c'est des questions de formation, c'est des questions de financement, c'est des questions de décision des producteurs, des entreprises, c'est des questions probablement de, comment dire, d'état réglementaire, de plus ou moins grande législation. On a l'impression que les pays moins développés, quelque part, comme tu l'as dit Bertrand, mais accueillent ça avec beaucoup plus de plaisir et de bonheur, parce que chez nous, c'est d'abord quelque chose qui pose un problème, qui va apporter du désordre avant d'apporter peut-être demain une promesse d'ordre. Quelque part, on est aujourd'hui les pays les moins bien placés face à ce tsunami. Et puis je pense qu'on a, et c'est peut-être aussi d'ailleurs le lien entre le Sud et le Nord, il y a un problème particulier avec la population la plus jeune, qui embrasse, comme je le disais, avec pas mal d'enthousiasme au Sud, alors que nous, il y a effectivement, c'est ce que, alors, aux États-Unis, ils appellent le marché no hire, no fire. Donc on essaie de préserver les gens dans l'entreprise et de les former en disant ceux-là, ils connaissent l'entreprise, on ne va pas les perdre comme on les a perdus pendant le Covid, donc on les garde. Mais on ne recrute plus personne. Donc on a un marché très, très spécial où finalement on se dit qu'il y a toute une partie des tâches facilement traitables qui sont en fait ce qu'on fait faire aux jeunes qui rentrent. Fais-moi le compte-rendu de la réunion, fais-moi la présentation pour la prochaine réunion, etc. Qui sont une manière d'intégrer les gens dans le processus de l'entreprise, de l'acculturer, de le familiariser, etc. Et cette marche, elle devient extrêmement haute. Et donc je pense qu'on a un effort collectif à faire pour que ces jeunes qui en plus sont ceux qui ont connu le Covid, etc., passent dans un système où ils se disent j'embrasse ça avec beaucoup de joie, plutôt que d'entretenir un climat anxiogène dans lequel on répète en boucle, peut-être à tort, parce qu'en plus l'IA est devenue un bouc émissaire. Je regardais un papier hier qui disait que dans les conférences pour expliquer les résultats des entreprises, on disait bah, c'est la faute de l'IA si on ne recrute pas. C'est probablement un peu facile. C'est plus chic. Oui, mais d'accord, mais si on le répète en boucle, bah, les gens vont finir par s'en persuader et on va avoir, comme il y a eu il y a 200 ans, des gens qui brûlaient des métiers, on va brûler des data centers. Donc il y a quelque chose, il faut collectivement qu'on fasse cet effort pour que l'IA soit pas, qu'on ne crée pas d'une certaine manière une dette vis-à-vis de ces jeunes qui vont en vouloir en disant, attendez, vous avez dit que l'IA c'était formidable, nous on n'en voit pas le bénéfice. Et ça, c'est un effort collectif, vraiment considérable, alors qu'aujourd'hui, la non-décision aboutit à des frustrations croissantes.
Elisabeth ou Charles, vous voulez rebondir? Non. Oui. Oui. Bah, je trouve qu'effectivement, dans l'IA, on aura des différentes... et il faudra l'accepter. Il y aura les utilisateurs et les lecteurs, et puis il y aura les concepteurs. Mais il faut accepter que chacun à son niveau, on y soit, avec ce qu'on est capable de faire, avec notre histoire personnelle, notre savoir, etc. Mais je pense qu'effectivement, on n'aura pas tous... Enfin, les concepteurs, ce sera un certain nombre, mais ce ne sera pas tous. On sera tous utilisateurs, évidemment, ou lecteurs et utilisateurs, parce qu'on ne peut pas le faire autrement. L'IA, elle envahit complètement les entreprises. Et je trouve que dans les entreprises, dans nos tailles, il faut laisser un certain temps d'adaptation, parce qu'il n'y a que l'expérience qui compte finalement. Le seul vrai modèle d'apprentissage, c'est l'expérience. Donc il faut laisser, il me semble, à chacun le temps de son expérience personnelle dans son IA, avec évidemment plus d'exigences vis-à-vis d'un certain nombre de fonctions qui, elles, doivent aller vraiment peut-être plus vite. Mais je crois qu'il faut se dire, prenons le temps de faire l'expérience de quelque chose qui va nous être utile et sur lequel on n'a même pas le choix de se dire on fera avec ou sans, on sera obligé de faire avec. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que je recommande à nos équipes actuellement, c'est de laisser à chacun, et en étant suffisamment réaliste, en se disant certains peut-être ne passeront pas et auquel cas il faudra qu'on juge. Donc liberté, initiative, encouragement. Oui, l'expérience. Et démarche individuelle. L'expérience, démarche individuelle, et en Ouais. acceptant que tout le monde ne soit pas au même niveau. Je crois que ça me paraît logique. Ouais. Laurent? Oui, d'autant que si on prend les exemples de pays que tu connais bien, parce que tu as fait pas mal de travaux sur la robotisation, etc. Si on prend les pays qui sont fortement IAisés, robotisés, digitalisés, Comme la Corée, par exemple. Corée, Japon, États-Unis, et je crois les pays scandinaves, Suède, Danemark, qui ont quand même des taux, on se rend compte que les taux d'emploi sont très bons, les taux de chômage sont plutôt faibles, mais parce que probablement ils ont des chefs d'entreprise, des managers, des dirigeants qui restent dans une logique entrepreneuriale, c'est-à-dire on intègre en fait les innovations technologiques pour gagner en productivité, et ces gains de productivité, on n'en profite pas pour rétrécir l'activité, ce qui, ça crée du chômage, mais au contraire, grâce à la formation, bien sûr, professionnelle de ces équipes, pour en fait se redéployer, et ça de façon très continue, sur des nouvelles activités correspondant à des réponses à des besoins humains qui n'avaient pas été comblés jusque-là. Ces besoins étant incommensurables, comme on l'a dit. C'est la chance. Si je peux juste ajouter quelque chose. Plus je nous écoute, plus je suis en fait conforté par des analyses passées sur l'innovation. Elle n'est pas seulement technologique. Une innovation technologique en soi, elle ne change rien s'il n'y a pas autour d'elle une innovation sociale, une innovation réglementaire, une innovation financière, une innovation politique, etc. Tout ça marche en grappe et marche plus ou moins bien. Alors, tu citais Philippe Aghion, prix Nobel 2025. Ce qui était intéressant, c'est que le prix Nobel 2024 d'Aaron Acemoglu et Michael Johnson ont précisément travaillé sur comment est-ce qu'une technologie transforme ou non positivement la société. Et alors l'exemple très provocateur que prenait Daron Acemoglu, c'est de dire on a inventé des techniques pour filer le coton extrêmement modernes au début du 19e siècle et on s'est dit grâce à ça on va abolir l'esclavage. Et en fait ça a fait exploser l'esclavage au sud des États-Unis parce que les conditions d'innovation sociale n'étaient pas encore faites. On est passé par une guerre civile, etc. Et donc ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas laisser aux seuls innovateurs de dire j'innove dans mon coin. C'est important, mais c'est tout à fait insuffisant. Et je crois qu'on a cette responsabilité collective, il y a des élus dans la salle, etc. Enfin, il faut qu'on s'empare tous du sujet. Ce n'est pas un sujet qu'on traite par tranche de saucisson, chacun. C'est comment est-ce que tous ensemble, on se dit, oui, alors pour le coup, j'en suis convaincu, on a devant nous cette transformation qu'on a décrite. Elle ne va pas immédiatement être positive si on ne s'en empare pas tous, si on ne la questionne pas tous. Il faut, comme tu l'as dit, pas seulement faire et puis réfléchir après ou réfléchir et faire ensuite. Il faut en fait faire les deux en même temps, ce qui est un peu difficile. Mais je pense que si on ne fait pas cet effort, et pour ça que cette discussion est la bienvenue, on va avoir des désillusions, y compris sociales et politiques, dans des pays qui par ailleurs sont assez fracturés. Oui, Charles, tu voulais ajouter et j'ajouterais que à la fin, si on ne fait pas ce travail-là, ça peut vouloir dire la mort de la civilisation européenne. Donc, Paul Valéry dit que les civilisations sont mortelles, et je le crois.
Et je pense que si on met trop de temps à adopter ces technologies, on finit par avoir les jobs qui partiront ailleurs parce que c'est beaucoup c'est beaucoup moins cher de faire ailleurs parce qu'ils ont adopté l'IA. À la fin, si on n'adopte pas l'IA, on va continuer à faire face à la maladie des coups de Baumol, notamment dans la santé, dans l'éducation, où en fait ces domaines augmentent en coût et donc deviennent de plus en plus inabordables, alors que l'antidote à la maladie des coups de Baumol, c'est justement notamment l'IA qui permet de fluidifier ces domaines-là. Et à la fin, si on se laisse un petit peu trop aller, si on est un petit peu trop précautionneux, ou même qu'on décide collectivement qu'on n'a pas envie d'y aller, on se dit, bon, l'IA, ce ne sera pas pour nous, l'Europe, on peut se refermer et ça ira. À la fin, il se passera comme au Japon en 1853, il y a le Commodore Perry qui débarque avec ses canons et qui dit aux samouraïs, c'est fini les bêtises, maintenant vous allez ouvrir le Japon et vous allez devenir un pays moderne. Et c'est véritablement ça le risque final, c'est que si on se laisse un petit peu aller, on finit par à la fois ne pas conserver notre civilisation, à la fois ne pas être leader mondial et juste en fait devenir complètement les sujets d'autres types de civilisations. Finalement, la question du partage de l'innovation. Bravo, oui, on peut dire. La question du partage de l'innovation, c'est finalement la question de la souveraineté posée autrement. Nous avons 10 petites minutes, éventuellement pour prendre quelques questions de la salle, s'il est possible d'avoir des micros éventuellement qui circulent. Je ne sais pas s'il y en a. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'ailleurs des questions? Oui, monsieur, là. Il n'y a pas de micro, mais vous parlez très fort et puis on vous entend. Il y a un micro qui arrive, ça y est, regardez, vous êtes sauvés. Ils arrivent par le haut. Il descend des cieux. Ça sera mieux, ce sera plus agréable, vous allez voir. Il y a monsieur est deuxième rang. Juste au deuxième rang, là. Merci. En fait, je commence à utiliser l'IA en tant qu'utilisateur, comme plein de gens. Ce que je me demande, c'est quand même un travail collaboratif que les gens font lorsqu'ils utilisent l'IA. Et est-ce que l'IA est un aspirateur d'idées? Est-ce que l'IA va prendre tout ce que l'on fait? Et est-ce qu'on a une garantie de service après-vente, une garantie éthique de l'IA? En fait, ce qu'il y a derrière vous, on aimerait avoir en fait... avoir confiance en fait. Hein. Lorsqu'on prenait le train, on se demandait si les femmes enceintes allaient avorter. Donnez-moi des garanties que ce que je fais ne va pas être absorbé contre mon gré. Quoi. Question d'inquiétude sur l'utilisation des données quand on utilise l'IA. Alors ça dépend des termes et conditions de chaque outil. En général, les outils gratuits vont utiliser les informations que vous leur avez fournies pour entraîner des modèles ensuite, mais la probabilité que ça ressorte de l'autre côté est de 0,0000001%. Donc c'est très faible la probabilité que ce soit vraiment utilisé tel quel, parce que c'est transformé en paramètres et il y en a des centaines de milliards. Par contre, si vous utilisez des outils payants, en général, ils permettent de dire je ne veux pas que les données que je lui ai données soient utilisées pour l'entraînement des modèles. Donc ça, c'est complètement quelque chose que vous pouvez faire. Et ne pas être parano, quoi. Ouais. Enfin, mais en général, en fait, on enlève cette peur en utilisant, en appréhendant la technologie, en appréhendant l'outil. À ce moment-là, en fait, on devient un peu moins parano.
Oui, je me Question. permets. Alors, Pardon. étant donné qu'on ne sait pas bien quels sont les métiers de demain, les métiers de l'avenir, puisque c'est innovation tous les jours, vous avez un étudiant, vous avez beaucoup d'informations à disposition. Comment les futures générations à former vont-elles décider de « je me forme là », je prends tel bagage, je prends tel type d'information. Il y a beaucoup d'informations et on pourrait dire quasiment trop d'informations tue l'information. Donc comment, seul devant les outils d'IA, vous allez décider que vous allez vous former dans tel domaine ou dans tel domaine ou dans tel domaine, comment cela va être structuré? Et en fait, les filières de formation sont tellement longues. Est-ce que vous allez jusqu'au bout des filières? Est-ce que vous allez faire disparaître ces filières? Comment va se faire l'éducation des enfants plus jeunes ou des étudiants, puisque vous avez tellement d'informations, vous ne savez pas laquelle vous devez prendre. Et vous ne connaissez pas les métiers de demain. Question vertigineuse de madame. Non, parce que vous posez une très bonne question. Hein. Voilà. Faut-il encore faire des études? Non. Non, là, moi, ce que je peux dire, c'est ce que je dis à ma fille. En fait, c'est du coup, les technologies des métiers vont évidemment évoluer. La disparition de métiers, c'est-à-dire quand on démarre des études, qu'à la fin de ces études, le métier est disparu, avec IA ou pas IA, la probabilité est quand même très faible, sachant que sur un siècle ou 2 siècles, maréchal Ferrand, ça n'existe plus non plus. Donc la réponse à votre question, c'est mais non, ne stressons pas les jeunes, le monde change. Choisis un domaine, la santé, le droit, sciences de l'ingénieur, pour être ingénieur, suis tes études, mais ensuite, ce qui est sûr, c'est que l'évolution technologique fera que ton diplôme, une fois que tu l'auras eu, la formation professionnelle tout au long de la vie, ce sera en permanence. Hein, c'est plus j'ai mon diplôme et après, pendant 40 ans, en fait, je ne me forme plus. Pour justement adapter son métier aux évolutions technologiques, aux véhicules technologiques nouveaux qui en modifieront les dimensions. Hein, voilà. Je peux répondre juste sur la surcharge informationnelle. Il y a quelqu'un qui parlait de la surcharge informationnelle, quelqu'un qui s'appelait Vincent de Beauvais, qui disait qu'il y a tellement d'écrits, tellement de livres qui sont publiés qu'on ne peut jamais tout absorber. Et il a dit ça au XIIe siècle. Donc ce n'est pas un sujet complètement nouveau. Non, mais à la fin, moi j'aime bien me référer à ce qu'a dit Steve Jobs dans son discours de diplomation de Stanford en 2006. C'est faites ce que vous aimez, vous allez connecter les points après. Et en fait, c'est un petit peu ça ce qu'il faut faire dans un monde qui change. C'est qu'on ne peut pas complètement prédire ce qui va être le plus important. Par contre, si on aime les choses, à la fin, on va pouvoir trouver ce qui nous passionne et donc ce qui nous donne de la gentilité à la fin du discernement, et on peut devenir spécialiste dans ces sujets. Merci beaucoup. Alors, j'allais dire c'était une belle conclusion, mais s'il y a encore une question, allez, monsieur. Oui, vous êtes merci. déjà diplômé. Moi, je serais plus inquiet, très intéressé par l'utilisation de l'IA, mais je suis inquiet dans la manipulation des données, mais pas au sens physique, mais dans une manipulation plus politique, qu'on peut influencer les populations avec ça. Donc il y a sûrement des façons de faire, c'est-à-dire peut-être développer plus de systèmes, mais là je suis un peu inquiet, parce que les gens ont plus de mal maintenant à voir qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, enfin, etc. C'est pour ça que je parle beaucoup de discernement. Je pense que c'est vraiment extrêmement important. Et après, le sujet, c'est aussi pour ça que j'ai parlé d'open source tout à l'heure, c'est que si vous pouvez choisir quel modèle vous avez et voir que vous puissiez l'entraîner en partie sur les données, sur les manières dont vous voulez qu'il se comporte, en fait, derrière, vous avez beaucoup plus la main sur votre outil. Et donc, à la fin, il y a beaucoup moins de risques comme ça. Par contre,
dans le cas, et ça aurait pu être le cas dans un monde où on n'avait pas créé Mistral. Si on dit juste, en fait, l'IA, c'est un truc pour les autres, et peut-être que ça viendra chez nous, si on ne prend pas en main en fait, ces technologies, à la fin, c'est sûr, on va avoir la culture américaine qui sera complètement en train de submerger la culture française. Je crois que c'est pour le coup une très bonne phrase de conclusion. On peut remercier nos intervenants. Vous avez 30 minutes de pause et nous vous donnons rendez-vous à 17h30 pour Jacques Attali qui viendra nous parler.